La chaleur du caramel en fusion m'a frappé au visage comme une gifle physique, brutale et impitoyable. Mais ce n'était rien comparé au froid glacial qui émanait de la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone posé sur le marbre. Il était 6 heures du matin, et l'air dans mon atelier du Vieux-Lyon était déjà saturé de vapeur de sucre et de beurre de cacao. Une goutte de sirop bouillant à 160 degrés a giclé sur le dos de ma main gauche, laissant instantanément une marque rouge vif, une de plus à ajouter à la constellation de cicatrices qui cartographiait ma peau. J'ai serré les dents pour ne pas crier, mais c'est la phrase suivante de ma mère qui a fait geler le sang dans mes veines, me faisant oublier la douleur physique. De toute façon, tu ne viens pas ce soir, n'est-ce pas? Oriane préfère que tu restes à ta place, dans ta cuisine. Avant de vous raconter comment cette phrase a déclenché l'apocalypse qui a anéanti leur petit monde de mensonges, prenez une seconde pour vous abonner et écrivez-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. J'aime savoir qui sont les âmes éveillées qui m'accompagnent dans cette histoire. Je tenais ma spatule en silicone comme une arme, mes yeux fixés sur le thermomètre digital. « Maman, de quoi tu parles ?» ai-je demandé, ma voix rauque à cause de la déshydratation et de la fatigue. « C'est la fête de fiançailles de ma sœur. J'ai acheté une robe. J'ai même fermé la boutique 2 heures plus tôt pour... » « Oh, Zélie, ne sois pas difficile, m'a-t-elle coupé, son ton léger et dismissif, comme si elle parlait d'un détail insignifiant de décoration florale et non de l'exclusion de sa fille aînée. Tu sais très bien que tu ne serais pas à l'aise. Le restaurant de Bocuse, c'est un certain standing. Et puis, soyons honnêtes une minute, ma chérie. Tu as toujours cette odeur sur toi. Cette odeur tenace de levure, de gras, de chocolat rance. Ça s'incruste dans tes cheveux, dans tes pores. Oriane a peur que cela ne dérange les invités. Tancred a invité des gens très importants, des investisseurs japonais, la vieille noblesse lyonnaise. On ne peut pas se permettre la moindre fausse note olfactive. Je suis restée figée, la spatule en suspens au-dessus du cuivre. L'odeur. Elle parlait de l'odeur du Criollo 70% de Madagascar, l'un des cacaos les plus fins et les plus chers du monde. Elle parlait de l'odeur de la vanille bourbon authentique et du beurre de Bharat AOP. Pour moi, c'était l'odeur de l'excellence, de la passion, du travail acharné. Pour elle, c'était l'odeur de la servante. Tu me demandes de ne pas venir à cause de mon odeur, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je te rends service, a-t-elle insisté, et je pouvais presque entendre le bruit de ses bijoux s'entrechoquer alors qu'elle gesticulait à l'autre bout du fil, probablement en train de surveiller sa mise en pli dans le miroir de l'entrée. Tu aurais l'air d'une tache au milieu de tout ce blanc et or. Tes mains, Zélie, regarde tes mains. Elles sont tachées, rugueuses, brûlées. Tu ressembles à une ouvrière agricole. Ça ne colle pas avec l'esthétique Vieux-Lyon chic qu'Oriane a passé 6 mois à curer sur Pinterest. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est son grand soir. Fais ça pour elle. Reste dans ta cave, c'est là que tu es utile. Utile. Le mot a résonné dans l'atelier vide comme un glas. Pas aimée. Pas précieuse. Juste utile. Comme un robot ménager qu'on range dans le placard quand les invités arrivent. Ah, et avant que j'oublie, a-t-elle ajouté, sa voix changeant de registre pour devenir soudainement pressante, n'oublie pas le virement pour le traiteur. Le devis a augmenté à la dernière minute, ils ont ajouté du caviar. C'est 5 000 € de plus. Fais-le avant midi, d'accord? Bisous. La ligne a coupé. Le silence est retombé, lourd et étouffant, seulement brisé par le ronronnement rythmique des tempéreuses automatiques. C'était la bande-son de ma vie depuis 5 ans. Le bruit des machines, la solitude et la chaleur. Je me suis appuyée contre le plan de travail en marbre froid, sentant mes jambes trembler. Ce n'était pas la fatigue. C'était la rage. Une rage froide, noire et dense comme une ganache trop cuite. Je regardais à travers la vitrine de ma boutique. Dehors, le vieux lion s'éveillait. Les touristes commençaient à arpenter les rues pavées. Je vis un couple s'arrêter devant ma vitrine, admirer mes sculptures en chocolat comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Ils voyaient de l'art. Ma mère voyait de la saleté. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, illuminant l'écran fissuré. Une notification de ma banque. Virement automatique effectué, 4 800 €. Bénéficiaire, compte Joint Baudouin et Hermine. Motif, frais de vie famille. Je fixais l'écran. 4 800 €. Chaque mois.
C'était le prix de ma sueur. C'était le prix de mes nuits sans sommeil, de mes vertèbres qui craquaient à force de porter des sacs de fèves de 25 kilos, de mes mains qui ne redevenaient jamais tout à fait propres. Ils méprisaient l'odeur du travail sur ma peau, ils avaient honte de la source de l'argent, mais ils n'avaient aucune honte à dépenser cet argent. Ils adoraient le confort que je leur offrais, tout en crachant sur la main qui les nourrissait. Je posais ma spatule avec une lenteur délibérée. Quelque chose venait de se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur, c'était quelque chose de plus structurel. C'était le pilier de la culpabilité qui soutenait tout l'édifice de notre relation familiale. « Tu veux que je reste dans ma cave ?» ai-je murmuré à l'adresse du téléphone muet. « Très bien, maman. Je vais rester dans ma cave. Mais n'oublie jamais que c'est la cave qui soutient les fondations de la maison. Et si la cave s'effondre, tout le château s'écroule. » Je m'appelle Zélie. J'ai 32 ans. Officiellement, je suis maître chocolatière, propriétaire de l'Or Noir, une boutique qui commence à se faire un nom parmi les initiés de la gastronomie lyonnaise. Mais officieusement, pour ma famille, je suis le brouillon. L'essai raté avant la réussite parfaite qu'est ma sœur Oriane. Pour comprendre pourquoi une femme de mon âge, financièrement indépendante et respectée dans son métier, accepterait de se faire traiter comme une domestique par sa propre mère, il faut remonter 5 ans en arrière. Il faut ouvrir le livre de comptes, là où les chiffres racontent une histoire bien plus laide que les mots. Nous sommes d'une famille de l'ancien monde. Mon père, Baudouin, a toujours vécu dans le culte de l'apparence. Il porte des costumes en tweed, fume des cigares qu'il n'a pas les moyens d'acheter, et parle fort dans les restaurants pour que tout le monde sache qu'il est quelqu'un. Sauf qu'il n'est personne. En 2020, la réalité l'a rattrapé. Dans une tentative désespérée de prouver qu'il était le génie de la finance qu'il prétendait être, il a liquidé son fonds de retraite, vidé les comptes d'épargne de ma mère, et hypothéqué notre maison familiale historique des Monts d'Or jusqu'au toit. Il a tout misé sur un projet immobilier pharaonique à Dubaï, conseillé par un ami du club de golf. C'était une arnaque pyramidale. En une nuit, l'ami a disparu, et l'argent avec lui. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Mon père, cet homme si orgueilleux, pleurant sur le tapis perçant du salon, avouant qu'ils allaient tout perdre. La maison, la réputation, le nom. Oriane, qui avait 20 ans à l'époque, hurlait qu'elle ne pourrait plus aller à l'université privée, qu'elle allait mourir de honte si ses amis apprenaient qu'ils étaient ruinés. C'est là que je suis intervenue. J'étais la seule à avoir de l'argent. Non pas grâce à mes parents, mais grâce à ma grand-mère maternelle, Eugénie. Elle était la seule personne dans cette famille à avoir eu les mains sales. Elle avait été couturière toute sa vie, économisant sou par sou, et elle m'avait tout légué à sa mort, en contournant soigneusement sa propre fille, ma mère, qu'elle jugeait percée comme un panier. Zélie, m'avait-elle dit sur son lit d'hôpital, ses yeux bleus perçants fixés sur les miens, promets-moi de ne jamais les laisser te manger. Ils sont comme des plantes grimpantes, jolies à regarder, mais ils étouffent l'arbre qui les soutient. J'avais pris son argent pour ouvrir mon atelier. C'était mon rêve, ma liberté. Mais devant la détresse de mon père, devant les larmes de ma mère qui parlaient de suicide social, j'ai plié. J'ai trahi la promesse faite à ma grand-mère. J'ai racheté leurs dettes. J'ai structuré un montage financier complexe où je devenais propriétaire de la maison, mais je leur en laissais l'usufruit pour qu'ils sauvent la face. Personne ne devait savoir. Pour le monde extérieur, Baudouin était toujours le châtelain prospère. Pour moi, il était mon locataire insolvable. Nous avons passé un accord tacite, je payais tout. L'hypothèque, les charges, l'entretien, et une allocation de vie de 4 800 € par mois pour qu'ils maintiennent leur standing. En échange de quoi, au juste? D'un peu d'amour? De reconnaissance? Quelle naïveté! Au lieu de gratitude, j'ai récolté du mépris. C'est un mécanisme psychologique étrange. On déteste souvent la personne à qui on doit tout, car sa simple présence nous rappelle notre propre échec. Mon père ne pouvait pas me regarder dans les yeux sans voir sa propre incompétence. Alors, pour se rassurer, il devait me rabaisser. Il devait se convaincre que mon travail était inférieur, vulgaire, manuel, pour justifier le fait qu'il vivait à mes crochets. Oriane a grandi dans cette atmosphère toxique. Elle est devenue le chef-d'œuvre de mes parents, leur investissement ultime. Elle était belle, blonde, photogénique. Ils ont tout misé sur elle pour redorer le blason. Elle ne devait pas travailler, elle devait briller. Elle est devenue influenceuse lifestyle, un métier qui consiste essentiellement à dépenser l'argent des autres en faisant croire qu'on le gagne.
Quand Oriane avait besoin d'un sac Chanel pour un unboxing sur TikTok, c'est ma carte bleue qui chauffait. Quand elle voulait un week-end spa pour se remettre de son burn-out, causé par trop de scrolling sur Instagram, je payais. C'est un investissement, Zélie, me disait ma mère. Oriane va faire un beau mariage. Elle va nous sauver tous. Et elle a réussi. Elle a rencontré Tancrède de Courcelles. Héritier d'une dynastie hôtelière, milliardaire, beau comme un dieu, et apparemment aveugle au défaut de ma sœur. Ce soir, c'était le couronnement. Les fiançailles. L'aboutissement de 5 ans de mensonges et de mes 5 ans de sacrifices financiers. Et ma récompense? Une interdiction de territoire. Une insulte sur mon odeur. Une demande de virement supplémentaire. Je me suis remise au travail, mes mouvements devenant mécaniques, violents. Je frappais la ganache, je martelais le praliné. Je me disais que c'était fini, que j'allais couper les ponts. Mais une petite voix en moi, cette voix d'enfant qui cherche l'approbation, me disait « Fais-le encore une fois. Juste pour ce soir. Ne gâche pas tout maintenant. » J'avais tort. Je ne savais pas que le destin, sous la forme d'un scandale sanitaire, allait frapper à ma porte le lendemain matin et me donner l'opportunité de briser mes chaînes pour toujours. La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais triste de ne pas être à la fête, mais parce que j'avais une commande massive pour la Saint-Valentin à préparer. Malo, mon apprenti et mon seul véritable ami, est resté avec moi. Nous avons travaillé en silence, dans une harmonie parfaite, le jazz doucement diffusé par les enceintes se mêlant au cliquetis des moules en polycarbonate. C'était mon monde. Un monde de précision, de respect, de beauté réelle. À 7h55, nous venions de terminer le glaçage de 600 cœurs en chocolat rubis. J'étais épuisée, mes yeux me brûlaient, mon tablier était maculé de taches brunes et rouges, mes cheveux retenus en un chignon désordonné qui tenait par miracle avec un crayon à papier. À 8h pile, la cloche de la porte d'entrée n'a pas tinté joyeusement. Elle a été violentée. La porte s'est ouverte avec une telle force qu'elle a heurté le mur, faisant trembler les présentoirs en verre. J'ai sursauté, manquant de renverser un bol de poudre d'or. Ils sont entrés comme une tempête. Mon père, toujours dans son smoking de la veille, le nœud papillon défait, les yeux injectés de sang. Ma mère, son chignon parfait de travers, serrant son sac Hermès, mon argent, contre sa poitrine comme un gilet de pare-balles. Et Oriane. Oriane était un spectacle à elle seule. Elle portait un peignoir en soie blanche par-dessus ce qui semblait être une nuisette, des lunettes de soleil géantes cachant la moitié de son visage, et elle tremblait de tout son corps. Zélie. On a un problème. Un énorme problème. Ma mère a crié avant même d'avoir franchi le seuil de l'atelier, ignorant totalement les clients matinaux qui faisaient la queue pour leur café. Malo s'est interposé, un fouet à la main. Excusez-moi, madame, on ne rentre pas dans l'atelier sans. Pousse-toi, le larbin, a aboyé mon père en le bousculant. Ils ont envahi mon espace sacré. L'odeur de leur parfum coûteux, mêlée à l'odeur rance de l'alcool de la veille et de la panique, a instantanément pollué l'air pur du chocolat. Le traiteur a annulé, a annoncé Oriane, sa voix montant dans les aigus, au bord de l'hystérie. Elle a retiré ses lunettes, révélant des yeux gonflés par les larmes. Ce matin. À 6h. Les services d'hygiène ont fermé ses cuisines. L'hystériose. Il ne peut rien livrer. Rien. Je les ai regardés, clignant des yeux, mon cerveau embrumé par la fatigue essayant de traiter l'information. Et ? Comment ça, et ? A hurlé Oriane, tapant du pied comme une enfant de 5 ans. La réception est ce soir au domaine. Tancrède a invité 300 personnes. Il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de cadeau pour les invités. C'est la catastrophe absolue. Si Tancrède apprend que j'ai engagé un traiteur au rabais qui adhéra dans sa cuisine juste pour garder la différence du budget pour m'acheter des chaussures, il va me tuer. Je me suis figée. Attends, tu as fait quoi ? Oriane a rougi, mais elle n'a pas reculé. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu dois nous sauver. Tu es la seule qui peut le faire. Elle a balayé l'atelier du regard, ses yeux s'arrêtant sur mes stocks. Il me faut 500 boîtes de tes truffes signature. Celle avec la feuille d'or. Et je veux une pièce montée. Grande. Impressionnante. Quelque chose qui crie luxe. Tu as 8 heures.
J'ai regardé l'horloge. J'ai regardé mes mains brûlées. J'ai regardé mon père qui évitait mon regard, feignant de s'intéresser à une machine. Tu veux que je produise 3 jours de travail en 8 heures? Ai-je demandé calmement. Gratuitement, je suppose? C'est pour la famille, Zélie, a intervenu ma mère, jouant sa carte habituelle de la culpabilité. Tancred sera là. Ses partenaires japonais seront là. Si on n'a pas de dessert de haut niveau, on passe pour des amateurs. Tu ne veux pas que ta sœur soit humiliée, n'est-ce pas? Humiliée? J'ai laissé échapper un rire nerveux. Hier, tu m'as dit que je ferais honte à la famille si je venais. Tu m'as dit que je puais. Et maintenant, tu veux que mes produits qui puent sauvent votre réception? Arrête de faire ta victime, a craché Oriane. C'est ta chance de servir à quelque chose d'autre qu'à signer des chèques. Allez, au boulot. Et fais en sorte que ce soit beau. Pas tes trucs artistiques bizarres. Je veux du classique, du bling-bling. C'est là, mes amis, que je vous pose la question. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, avec votre famille ingrate qui vous demande l'impossible après vous avoir craché dessus, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour sauver l'honneur? Ou auriez-vous tout envoyé valser? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si ma réaction était justifiée. C'est impossible, ai-je dit. Physiquement, chimiquement impossible. La ganache a besoin de 24 heures pour cristalliser. Si je la force, elle sera granuleuse. Je ne sers pas de la médiocrité, Oriane. Surtout pas pour des gens qui ne savent pas faire la différence. Le visage d'Oriane s'est tordu. Elle est devenue laide, d'une laideur intérieure qui a transpercé sa beauté plastique. Tu mens, a-t-elle crié. Tu dis ça juste par jalousie. Tu ne veux pas que je brille. Je ne suis pas jalouse, ai-je répondu, sentant une froideur d'acier envahir mes veines, remplaçant l'épuisement. Je suis une professionnelle. Et en tant que professionnelle, je te dis que ce n'est pas faisable. Arrête avec ton jargon technique de prétentieuse, a hurlé Oriane, sa voix résonnant contre les carreaux de faïence blanche de l'atelier, faisant se retourner les quelques clients restés dans la boutique. Elle a attrapé un bol de ganache tiède qui refroidissait sur le marbre et, dans un geste de pure rage enfantine, l'a renversé. Le chocolat sombre et brillant s'est étalé sur le sol immaculé comme une marée noire, éclaboussant mes chaussures et le bas de mon pantalon. Malo a fait un bond en avant, choqué, un cri d'indignation coincé dans sa gorge, mais je l'ai retenu d'un geste sec de la main. Je suis restée immobile, regardant le chocolat, 3 heures de travail, se répandre vers le siphon de sol. C'est juste de la cuisine, Zélie, a continué Oriane, les yeux exorbités, la bave aux lèvres. Tu mélanges de la poudre et du sucre. Il n'y a rien de sorcier, ne fais pas comme si tu étais Einstein. Arrête de faire croire que tu es une artiste. Tu es une exécutante. Une simple exécutante. Tu devrais être honorée de servir mon mariage avec un homme que tu ne pourras jamais avoir. Mon père s'est avancé, le visage rouge violacé, gonflé par l'alcool et l'indignation. Il a frappé du poing sur le comptoir en marbre, faisant teinter dangereusement les bocaux de fèves de cacao rares. Ça suffit ce cinéma. Tu vas te mettre au travail immédiatement, ma fille. Je m'en fous de ta cristallisation ou de tes états d'âme. Achète des trucs au supermarché, fonds-les au micro-ondes et remets-les dans tes jolies boîtes avec ton logo doré. Personne ne verra la différence. Tancred n'y connaît rien, ces Japonais n'y connaissent rien, c'est juste pour la photo Instagram. Fais ce qu'on te dit. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde, puis repartir avec un battement lourd et douloureux. Pour un artisan, c'est l'insulte suprême. Pire qu'une gifle. Me demander de mentir sur la qualité? De vendre de la merde industrielle sous mon nom, ce nom que j'avais mis 10 ans à construire? C'était pire que de me demander de l'argent. C'était me demander de vendre mon âme, de prostituer mon article. Je ne ferai pas ça, ai-je dit, chaque mot tranchant comme un couteau à génoise fraîchement aiguisé. Je les ai regardés droit dans les yeux, l'un après l'autre. Mon nom est sur cette porte. Mon intégrité est dans ces boîtes. Vous pouvez acheter mon silence avec ma culpabilité, mais vous ne pouvez pas acheter mon intégrité. Ton intégrité, a ricané ma mère, un son méchant et strident. Ton intégrité ne paie pas les factures, ma pauvre fille. C'est nous qui te donnons une raison d'exister. Sans nous, tu serais seule avec tes chats et tes chaudrons.
Oriane s'est approchée de moi, envahissant mon espace vital. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son parfum coûteux, payé avec ma carte bleue, tenter de masquer l'odeur de sa peur. Tu vas le faire, a-t-elle sifflé, sa voix basse et menaçante. Parce que si tu ne le fais pas, je dirai à tout le monde que tu as essayé de saboter mon mariage par pure méchanceté. Je te détruirai sur les réseaux sociaux. Je dirai que ta cuisine est infestée de cafards. Je paierai des gens pour laisser des avis horribles sur Google. Je ruinerai ta petite boutique minable en une semaine. Elle a reculé, un sourire triomphant et cruel étirant ses lèvres peintes. Puis, elle a lâché la phrase qui allait sceller son destin, la phrase qui allait devenir son épitaphe sociale. De toute façon, qui croirait-il? Moi, la future femme de Tancrède de Courcelles, l'icône de la mode, ou toi? Tu n'es qu'une ouvrière. Tu n'es qu'une chocolatière. Une simple ouvrière avec les mains sales et les ongles noirs. Retourne à tes fourneaux, baisse la tête et serre-nous. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu es. Tu n'es qu'une ouvrière. Les mots ont flotté dans l'air, lourds, toxiques, radioactifs. Elle avait utilisé le mot ouvrière comme la pire des insultes, comme si le travail manuel était une maladie vénérienne, une honte indélébile. Elle crachait sur l'héritage de notre grand-mère, sur chaque heure que j'avais passée debout pour qu'elle puisse s'asseoir dans le luxe. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé ma famille. Vraiment regardé. Pour la première fois, je n'ai pas vu mes parents ou ma petite sœur. J'ai vu des parasites. J'ai vu leur peur, leur avidité, leur vacuité absolue. Et j'ai réalisé que je ne leur devais plus rien. Pas un centime. Pas une seconde. Pas une larme. C'est à ce moment précis, alors que le mot ouvrière résonnait encore, que la cloche de la porte a sonné à nouveau. Mais cette fois, le son était différent. Pas frénétique. Pas agressif. C'était une ouverture franche, solide, maîtrisée. Le genre d'entrée qui change la pression atmosphérique d'une pièce. Le genre d'entrée qui annonce un changement de régime. Ma famille s'est figée. Ils se sont tournés vers la porte, leur visage se réarrangeant instantanément en sourire poli et obséquieux, un réflexe pavlovien effrayant de courtisans surpris par le roi. Dans l'encadrement de la porte, baigné par la lumière pâle du matin lyonnais, se tenait un homme. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que l'ensemble de mon équipement professionnel. Grand, une carrure imposante d'ancien rugbyman reconverti dans la finance, des yeux gris acier qui scannaient la pièce avec une précision chirurgicale, notant chaque détail, le chocolat renversé au sol, le visage rouge de mon père, les larmes de crocodile séchées d'Oriane, et enfin, moi. C'était Tancrède de Courcelles. Le fiancé. Le milliardaire. L'homme qu'ils pensaient avoir dans leur poche. Il a fait un pas à l'intérieur, et le silence est devenu absolu. Tancrède. Le cri d'Oriane a déchiré le silence tendu de l'atelier. En une fraction de seconde, elle a opéré une métamorphose terrifiante. La harpie qui venait de renverser mon travail et de m'insulter a disparu, remplacée par une créature douce, fragile et éperdument amoureuse. Sa voix a grimpé dans ce registre suraigu et qu'elle réservait à ses stories Instagram et à ses tentatives de manipulation. Mon chéri. Mon amour, a-t-elle glapi en se précipitant vers lui, ses talons claquant sur le carrelage. Elle a écarté les bras, visant une de ses étreintes parfaites pour les paparazzis, se plaçant stratégiquement pour faire écran de son corps et cacher mon tablier sale, le bol de chocolat renversé au sol et la laideur de la scène précédente. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé me voir avant ce soir. Ça porte malheur, tu sais. Tancrède n'a pas ralenti. Il n'a pas souri. D'un mouvement fluide, presque imperceptible, comme un torero esquivant une charge maladroite, il a fait un pas de côté. Oriane a embrassé le vide, trébuchant légèrement, ses mains manucurées agrippant l'air. Il est passé devant elle sans lui accorder un regard. Il est passé devant mes parents qui s'inclinaient presque en deux, comme des laquais du XVIIIe siècle, mon père essayant désespérément de boutonner sa veste de smoking avec des doigts tremblants. Tancrède a marché droit vers le comptoir. Droit vers la zone de travail. Droit vers moi. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Je me sentais minuscule, sale, exposée. J'avais du chocolat sur la joue, de la sueur dans le cou, et je portais un tablier qui ressemblait à un champ de bataille. Je voulais disparaître sous le marbre.
Mais il ne regardait pas la tache sur ma joue. Il ne regardait pas mes cheveux en bataille ou mes yeux cernés par l'épuisement. Il regardait mes mains. Puis il a levé les yeux vers les miens, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps dans le regard d'un homme, du respect. Il a pris une profonde inspiration, fermant les yeux un instant, comme s'il savourait un vin millésimé. Criollo du Venezuela, région de Chuao, 75%, a-t-il murmuré, sa voix grave et posée remplissant l'espace. Avec une note de fond de fève tonka et est-ce une pointe de poivre de Sichuan? Je suis resté bouche bée. Ma spatule a failli me glisser des mains. Personne, absolument personne dans mon entourage, n'avait jamais identifié l'origine précise de mon cacao juste à l'odeur. C'était un langage secret que je pensais être la seule à parler dans cette pièce. J'ai hoché la tête lentement, trop surprise pour articuler un mot. Il a rouvert les yeux et a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux gris. Je le savais. Je n'ai jamais oublié ce parfum. C'est l'odeur de l'excellence. Tancred, a appelé Oriane derrière lui, la voix tremblante d'incertitude et d'une jalousie naissante. Tu connais ma sœur? Tancred s'est tourné lentement vers elle, pivotant sur ses talons comme s'il venait de se rappeler qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce. Son expression est devenue illisible, un masque de granit poli. Ta sœur, a-t-il répété, comme s'il testait le mot sur sa langue. Je ne savais pas que c'était ta sœur, Oriane. Tu m'as toujours dit que ta sœur tenait une petite confiserie de quartier sans intérêt. Tu as oublié de mentionner que c'était l'artiste insaisissable que j'essaie de rencontrer désespérément depuis 6 mois. Ma mère a émis un petit bruit étranglé, comme une poule qu'on égorge. Mon père est devenu de la couleur de la farine, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Tancred s'est retourné vers moi, l'admiration brillant dans ses yeux, ignorant totalement le chaos ambiant. Je suis Tancred de Courcelles. Je possède le groupe hôtelier L'Héritage. Vos chocolats. J'en ai goûté un lors d'un gala de charité anonyme à Paris l'année dernière. C'était la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Ce n'était pas de la nourriture, mademoiselle. C'était de l'émotion pure cristallisée. Il s'est appuyé contre le comptoir, son costume immaculé frôlant presque le marbre fariné. J'ai immédiatement demandé à mes équipes de vous contacter. Je voulais vous proposer un contrat exclusif. Je voulais que vos créations soient la signature de bienvenue dans toutes nos suites VIP, de Tokyo à New York. C'est le genre de partenariat qui ferait de vous une star mondiale de la gastronomie. Un contrat à 7 chiffres pour commencer. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Le monde s'est mis à tourner. Tokyo? New York? Un contrat à 7 chiffres? C'était le rêve de toute ma vie. C'était la reconnaissance pour laquelle je m'étais battue chaque jour. Mais vous nous avez rejetés, a-t-il continué, et une ombre de déception a passé sur son visage. Brutalement. J'ai envoyé 5 emails personnels. J'ai fait appeler mon assistante de direction 10 fois. On m'a dit que vous n'étiez pas intéressée. Que vous préfériez rester petite. Que vous n'aviez pas l'envergure. Que vous manquiez d'ambition. Je l'ai regardé, horrifié. Quoi, ai-je murmuré. Je n'ai jamais reçu de mail. Je n'ai jamais reçu d'appel. Monsieur, je rêve d'une opportunité comme celle-là depuis que j'ai ouvert cette boutique. Je n'aurais jamais refusé. Jamais. Tancred a plissé les yeux. L'homme d'affaires impitoyable venait de s'éveiller derrière le masque du fiancé poli. Il a sorti son téléphone de sa poche intérieure, a tapé quelques touches avec rapidité, et a tourné l'écran vers moi. Regardez, a-t-il dit. J'ai vu la chaîne de mai. Mes yeux ont parcouru les dates. Il y a 6 mois. Il y a 3 mois. La semaine dernière encore. Et les réponses. Envoyées depuis contact@leur-noir.com. Je lisais les mots, et j'avais envie de vomir. Mademoiselle Zélie n'est pas intéressée par votre offre. Elle manque d'ambition et de compétences pour un tel projet international. Elle est très occupée par sa famille ici. Cessez de nous harceler. Je reconnus la syntaxe. Je reconnus le ton condescendant. Ce n'était pas le mien. L'adresse contact était gérée par l'administrateur du domaine web. Je levai lentement les yeux vers mon père. Baudouin reculait vers la porte de sortie, tremblant, la sueur perlant à grosses gouttes sur son front dégarni.
Il avait l'air d'un animal piégé par les phares d'un camion. Tu as intercepté mes emails, ai-je dit, ma voix n'était qu'un souffle, mais dans le silence de mort de l'atelier, elle portait plus loin qu'un cri. Papa a les codes du serveur, ai-je continué, la réalisation me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. C'est lui qui a configuré le site il y a 5 ans. Il a redirigé les mails business vers sa boîte personnelle. Tancred a suivi mon regard. Il a compris instantanément. L'intelligence dans ses yeux s'est aiguisée comme une lame de rasoir. Il a regardé mon père, puis moi, puis Oriane qui se tordait les mains, puis ma mère qui regardait ses chaussures. Pourquoi ? A demandé Tancred à mon père. Sa voix était douce, mais c'était la douceur dangereuse d'un tigre avant l'attaque. Pourquoi bloquer un contrat de plusieurs millions d'euros pour votre propre fille ? Pourquoi saboter son avenir ? Mon père, acculé contre le présentoir de dragées, a tenté de se redresser. Il a ajusté sa veste, essayant pitoyablement de retrouver une once de dignité patriarcale, mais il ne ressemblait plus qu'à un escroc pathétique. Je la protégeais, a-t-il bégayé, sa voix montant dans les aigus. Zélie n'est pas prête pour ce genre de pression. Tokyo ? New York ? C'est trop loin. C'est trop grand pour elle. Elle est fragile. Elle a toujours été fragile. Elle aurait fait un burn-out en 2 semaines. Fragile. Tancred a laissé échapper un rire bref, sec et sans humour. Elle dirige une entreprise seule, debout 18 heures par jour. Elle crée des œuvres d'art dans une chaleur insupportable. C'est vous qui avez l'air fragile, monsieur. Vous transpirez la peur. On avait besoin d'elle ici, a explosé soudain ma mère, ne pouvant plus contenir sa vérité toxique, cette vérité qu'elle maquillait depuis des années sous des couches de devoir familial. Si elle partait au Japon, qui s'occuperait de nous ? Qui gérerait la maison ? Qui aiderait sa sœur ? La famille doit rester unie. Le silence qui a suivi fut terrible. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans ma tête avec un déclic violent et définitif. Ce n'est pas pour l'unité de la famille, ai-je dit, avançant vers eux. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus de respect filial. C'est pour l'argent. C'est uniquement pour l'argent. Je me suis tournée vers Tancred, les larmes aux yeux, mais des larmes de rage. Si je partais à Tokyo, je ne pourrais plus gérer leurs factures au jour le jour. Je découvrirais peut-être que je peux vivre pour moi-même. Je découvrirais que je n'ai pas besoin d'eux. Ils m'ont gardée dans cette cave non pas parce que je suis incompétente, mais parce que je suis leur vache à lait. Ils ont saboté ma carrière internationale pour garder leur domestique financière à portée de main. Ne sois pas vulgaire, Zélie, a craché ma mère, comme si le mot argent était plus sale que ses actions. Vous avez volé ma vie, ai-je continué, ma voix montant en puissance, faisant trembler les vitres. Vous avez failli détruire mon rêve, juste pour que papa puisse continuer à jouer au châtelain et qu'Oriane puisse s'acheter des chaussures. Oriane, voyant que la situation lui échappait totalement et que son futur mari la regardait avec une horreur grandissante, a décidé de jouer sa dernière carte. Elle a attrapé le bras de Tancred, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le tissu coûteux de sa manche. Chérie, bébé, ça n'a pas d'importance, a-t-elle pleurniché, tentant de détourner son attention. C'est juste un malentendu familial, des histoires de vieux papiers. On s'en fiche des chocolats, on s'en fiche du Japon. Regarde, on est là pour nous. C'est notre jour. Zélie peut juste faire les pâtisseries pour ce soir, comme une gentille sœur, et on parlera business plus tard, quand on sera rentré de lune de miel. La famille d'abord, pas vrai ? Tu dis toujours que la famille est sacrée. Tancred a regardé la main d'Oriane sur son bras comme s'il s'agissait d'une sangsue géante. Il a retiré lentement, doigt par doigt, avec une expression de dégoût absolu. La famille d'abord, a-t-il répété. Il s'est tourné vers mes parents, recroquevillés dans leur honte, puis vers moi, debout fièrement dans mon tablier sale, entouré de mes créations brisées. Je ne pense pas qu'il y aura de pâtisserie ce soir, a dit Tancred calmement. En fait, ai-je coupé, sentant une vague de puissance m'envahir, une vague froide et claire. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur les pâtisseries. Les yeux de ma mère se sont illuminés d'un espoir fugace et misérable. Tu en as en réserve ? Tu peux nous sauver ? Non, ai-je dit. Les truffes or noires sont vendues sur liste datant 3 mois à l'avance. Et le lot que j'ai fait ce matin ? Celui que vous vouliez exiger gratuitement ? Oui, a fait Oriane, impatiente. Je l'ai déjà donné.
Donnez, a hurlé Oriane. À qui? Tu les as vendus à un autre client? Non. Je les ai donnés au refuge pour femmes battues de la rue Saint-Jean. Je livre mes invendus et mes surplus tous les vendredis matins. Le placard est vide, Oriane. Il n'y a rien ici pour toi. Pas une miette. Pas une truffe. Pas un espoir. C'est là que je me tourne vers vous une nouvelle fois. Avez-vous déjà vu le masque d'un narcissique tomber? C'est terrifiant. Si vous avez vécu ça, racontez-moi votre moment de vérité dans les commentaires. Le visage d'Oriane s'est décomposé. Le masque de l'influenceuse est tombé définitivement, se fracassant sur le sol comme du verre bon marché. Elle ne voyait plus Tancrède, elle ne voyait plus les conséquences. Elle ne voyait plus rien d'autre que sa propre frustration, son propre ego blessé. L'enfant gâté à qui on refuse son jouet pour la première fois de sa vie. Elle a poussé un cri primal, un son brut de rage qui n'avait rien d'humain. « Tu es jalouse » a-t-elle hurlé, son visage devenant d'un rouge brique tacheté, les veines de son cou saillant dangereusement. Elle ne parlait plus à sa sœur, elle parlait à son ennemi mortel. « Tu as toujours été jalouse de moi. Depuis qu'on est petite. Parce que maman m'aimait plus. Parce que j'étais plus jolie. Tu n'es qu'une chocolatière ratée, Zélie. Tu joues avec de la boue sucrée dans ta cave pendant que moi je construis une marque. Tu sabotes mon bonheur parce que tu ne supportes pas que je gagne. Tu es laide, tu es amère, tu es vieille et tu ruines ma vie. » Elle cherchait quelque chose à détruire, quelque chose pour me faire mal. Elle a attrapé le premier objet à sa portée, un plateau de sculpture en chocolat que j'avais mis une semaine entière à sculpter pour un concours. C'était une représentation délicate de la cathédrale de Fourvière. Avec une violence inouïe, elle l'a projeté au sol. Crash. Le son du chocolat qui se brise est particulier. Ce n'est pas comme le verre qui teinte. C'est un son sec, mat, définitif. C'est le son d'un cœur qui se casse. Mes œuvres, mes heures de patience, ma fierté, gisaient en 1000 morceaux sur le carrelage, réduites à des débris bruns. Mon père a fait un pas vers moi, le poing levé, les yeux exorbités, comme s'il allait me frapper pour me forcer physiquement à recommencer à zéro. Petite ingrate. Répare ça tout de suite. Demande pardon à ta sœur. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté immobile. J'ai regardé Tancrède. Il se tenait très immobile, observant Oriane comme on observe un accident de voiture au ralenti. Son visage était illisible, mais ses yeux étaient froids comme la banquise. Il voyait la laideur se déverser d'elle, l'inaptitude, la cruauté, l'absence totale de grâce, l'avidité nue. Il voyait la femme qu'il allait épouser sous son vrai jour. Puis il m'a regardé. Je ne disais rien. Je laissais le silence s'étirer. Je laissais ses mots pendre dans l'air, ricocher sur l'acier inoxydable et le carrelage. Quand quelqu'un est en train de se détruire, on ne l'interrompt pas. On ne lui donne pas de carburant en se défendant. On devient un miroir. On les laisse voir exactement ce qu'ils sont. Le silence est devenu lourd, suffocant. On n'entendait plus que la respiration haletante d'Oriane et le ronronnement indifférent des machines. Et dans ce silence, j'ai pris ma décision. Une décision calme, froide et irrévocable. Je bougeais enfin. Lentement. Délibérément. Je portais les mains derrière ma nuque et dénouais les liens de mon tablier. Le tissu froissa doucement alors que je le passais par-dessus ma tête. Ce tablier, brodé à mon nom, c'était mon armure, mon identité. Mais c'était aussi la chaîne qui me liait à leurs exigences. Tant que je le portais, j'étais la servante. Je ne l'ai pas jeté au visage d'Oriane, même si j'en mourais d'envie. Je l'ai posé sur le comptoir en marbre. Je l'ai lissé. Puis je l'ai plié. Coin contre coin, bord contre bord, un carré parfait. La discipline de l'artisan jusqu'au bout. Même dans la colère, je ne serai pas comme eux. Je ne serai pas chaotique. Je serai précise. Je sortis mon trousseau de clés de ma poche. J'en détachai une. La clé de la boutique. Celle que mon père avait volée dans mon sac la semaine précédente pour faire un double et s'introduire ce matin comme un propriétaire légitime. Je la posai sur le tablier plié. Clic. Le son du métal sur le marbre résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Qu'est-ce que tu fais »
murmura ma mère, une nouvelle forme de terreur apparaissant dans ses yeux. Elle avait compris. Elle savait que le véritable pouvoir dans cette famille n'était pas l'autorité paternelle, ni la beauté d'Oriane. C'était mon compte en banque. Je démissionne, ai-je dit calmement. De mon rôle de fille. De mon rôle de sœur. Et surtout, de mon rôle de banque. Je sortis mon téléphone. J'ouvris l'application de ma banque. Mes doigts ne tremblaient plus. J'activai la reconnaissance faciale. Regardez bien, dis-je en tenant l'écran incliné pour qu'il puisse voir. J'appuyai sur l'onglet virement permanent. Baudouin et Hermine, loyer, annulé. Oriane, argent de poche, annulé. Frais maison nom d'or, annulé. Une série de messages verts confirmés apparut à l'écran. Puis j'allai dans l'onglet carte. Carte bancaire secondaire, titulaire, Oriane, bloqué. Motif, vol. Zélie, non, cria Oriane, se jetant presque sur moi, mais s'arrêtant net quand Tancrède fit un pas en avant pour s'interposer. Tu ne peux pas faire ça. Ma robe de ce soir. Le solde du traiteur. Les fleurs. Le maquilleur. Tout est sur ta carte. Si tu bloques la carte, tout s'annule. C'était sur ma carte, corrigeai-je avec un sourire glacial. Maintenant, c'est ton problème. Tu voulais être une grande dame, Oriane? Tu voulais jouer à la riche héritière? Commence par payer tes propres factures. Bienvenue dans le monde réel. Je me tournai vers mon père, qui s'était effondré sur une chaise, le visage dans les mains. Et pour la maison? J'ai appelé maître Vianney le mois dernier. Je lui ai dit de préparer les papiers pour la mise en vente. Je suis propriétaire à 80% suite au rachat de vos dettes, vous vous souvenez? Je vous donne un mois pour vider les lieux. Après ça, je change les serrures. Tu mets tes propres parents à la rue, balbutia mon père, relevant un visage ravagé par la peur. Ta propre chair et ton propre sang? Je récupère mon capital, dis-je froidement. C'est du business, papa. Tu devrais comprendre ça, toi, le grand investisseur. C'est un ajustement de marché-point. Je me tournai vers Malo, qui regardait la scène avec des yeux ronds comme des soucoupes, un mélange de terreur et d'admiration pur sur le visage. Malo, tu es en congé payé pour la semaine. Ferme tout. Baisse le rideau de fer. Personne n'entre. Personne ne touche à l'or noir. Si mon père essaie d'entrer, appelle la police. Oui, chef, dit Malo, se redressant instantanément. Il y avait du respect dans sa voix. Plus que mes parents ne m'en avaient jamais donné en 32 ans. Je contournai le comptoir, marchant à travers les débris de chocolat brisé. Mes chaussures écrasaient le travail de ma semaine, le bruit cric-crac sous mes semelles était le bruit de ma libération. Je passai devant ma mère, qui pleurait maintenant, non pas pour sa fille perdue, mais pour son confort perdu. Je passai devant mon père, qui fixait le sol, détruit, un homme vide. Je passai devant Oriane, qui sanglotait dans ses mains, ruinée, une poupée cassée. Je m'arrêtai devant Tancrède. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Il me regardait avec une intensité qui me coupait le souffle. Il ne regardait pas le désastre. Il me regardait moi. Je vais prendre un café, dis-je, ma voix soudainement fatiguée mais libre. Loin d'ici. Vous êtes le bienvenu si vous voulez parler de Tokyo. Sinon, adieu. Tancrède n'hésita pas une fraction de seconde. Il ne regarda même pas Oriane. Il ne dit pas au revoir aux beaux-parents qu'il essayait d'impressionner 5 minutes plus tôt. Il leur tourna le dos. Définitivement. Après vous, Zélie, dit-il en m'ouvrant la porte. Nous n'avions pas fait 3 pas sur le trottoir pavé du Vieux Lyon que la porte de la boutique s'ouvrit à la volée derrière nous. La cloche, cette fois, sonna comme un cri de désespoir. Oriane en sortit en trébuchant, manquant de tomber sur les pavés inégaux. Le mascara coulait sur ses joues en rivière noire, la faisant ressembler à un clown triste et dément. Son peignoir de soie blanche était taché de chocolat. Tancrède. Attends, hurla-t-elle, s'accrochant à sa manche comme une noyée à une bouée. Tu ne peux pas partir avec elle. C'est ma sœur, elle est folle. Elle est hystérique. Elle essaie de nous séparer parce qu'elle est jalouse de notre amour. Viens, on a un déjeuner avec le maire à midi. On ne peut pas être en retard.
Tancrède s'arrêta. Il dégagea son bras avec une lenteur glaciale, un mouvement précis et définitif. Il se tourna vers elle, et l'expression sur son visage aurait pu geler l'enfer. Il n'y avait plus de colère. Juste un dégoût froid et clinique. Il n'y aura pas de déjeuner, Oriane, dit-il. Sa voix était calme, posée, ce qui la rendait encore plus terrifiante que s'il avait crié. Et il n'y aura pas de fête ce soir. Quoi? Elle cligna des yeux, ne comprenant pas les mots. Son cerveau refusait d'accepter la réalité. Mais, les invités, le traiteur. Je ne peux pas épouser quelqu'un dont la cruauté envers sa propre famille révèle une incompatibilité fondamentale de valeurs, déclara-t-il, comme s'il lisait un verdict de Cour suprême. J'ai vu comment tu traites celle qui t'a nourri. J'ai vu ton visage quand tu as brisé ce travail. C'était laid, Oriane. Intérieurement laid. Une laideur que tout le maquillage du monde ne pourra jamais cacher. Mais, je t'aime, pleura-t-elle, tentant de se jeter à son cou. Il la repoussa fermement. Non, corrigea-t-il. Tu aimes mon statut. Tu aimes ma carte black. Tu aimes l'idée d'être Madame de Courcelles. Mais tu ne sais même pas qui je suis. Tu ne sais pas que je respecte le travail plus que l'héritage. Il fit un geste vers moi. Ta sœur, elle a su qui j'étais juste en sentant mon chocolat préféré. Elle parle le langage de la passion. Toi, tu ne parles que le langage du paraître. Il sortit son téléphone. J'appelle mon chauffeur. Il va venir récupérer la bague de fiançailles. Et mes avocats contacteront tes parents dès lundi pour le remboursement intégral des acomptes que j'ai versés pour le mariage. Le lieu, l'orchestre, le voyage. Vu que c'est une rupture pour faute grave de ta part, je récupérerai chaque centime. Préparez vos chéquiers. Oriane ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regarda autour d'elle. Des touristes s'étaient arrêtés pour regarder la scène. Des voisins sortaient la tête par la fenêtre. Son humiliation était publique. Son pire cauchemar se réalisait, elle était la risée de la ville, et elle n'avait même pas un filtre Instagram pour le cacher. Mes parents étaient sortis sur le seuil de la boutique. Ma mère s'évanouit, pour de vrai ou pour le spectacle, je ne saurais jamais, rattrapée in extremis par mon père qui avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 10 minutes. Ils regardaient leur ticket de loterie gagnant s'éloigner, emmenant avec lui leur dernière chance de survie. Tancrède se tourna vers moi, son visage s'adoucissant instantanément, comme si le soleil perçait les nuages. On y va, Zélie? Oui, dis-je. Emmenez-moi loin d'ici. Nous avons marché. Nous avons laissé derrière nous les cris, les pleurs et le chaos. Nous avons laissé derrière nous l'odeur rance de la fausseté. Nous nous sommes assis dans un petit café tranquille au bord de la Saône. Le vent froid fouettait mon visage, mais je ne sentais que la chaleur de la libération. Pendant 2 heures, nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous n'avons pas parlé du scandale. Nous avons parlé de cacao. De l'acidité des fèves de Madagascar, de la rondeur de celle de l'Équateur. Il m'a écouté avec un respect que je n'avais jamais connu. Il me posait des questions techniques. Il ne me voyait pas comme une ouvrière. Il me voyait comme une égale. Comme une partenaire. Ce jour-là, j'ai perdu une famille toxique, mais j'ai gagné ma vie. Les retombées furent rapides, brutales et satisfaisantes. La rupture a été officielle le soir même. Tancrède n'a pas fait les choses à moitié. Il a publié un communiqué de presse sobre mais cinglant, expliquant l'annulation des fiançailles par une découverte de comportements éthiques incompatibles avec les valeurs morales du groupe L'Héritage. Le Toulion a compris. Les portes se sont fermées. L'image qu'ils avaient mis tant d'années à construire s'est effondrée comme un château de cartes sous un ouragan. Le lendemain matin, Oriane était seule avec une fête annulée et des dettes colossales. Elle a essayé de manipuler la vérité sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'était son dernier réflexe. Elle a posté une vidéo en larmes, sans maquillage, pour l'effet dramatique, racontant comment sa sœur jalouse et son fiancé cruel l'avaient trahie et manipulée. Mais sans l'argent de Tancrède pour booster ses posts et sans mes virements pour payer ses bots et ses faux abonnés, sa portée était ridicule. Pire, les commentaires se sont retournés contre elle. Quelqu'un, peut-être Malo, a posté une photo anonyme de l'atelier dévasté avec le chocolat au sol. La légende disait simplement « le vrai visage de l'élégance ». Oriane a dû désactiver son compte.
Les mois qui ont suivi ont été l'hiver le plus rude que ma famille ait jamais connu. Sans mes 4800 € mensuels, la réalité économique a frappé mes parents avec la violence d'un train de marchandises. Le chauffage de la villa a été coupé en février. J'ai reçu des alertes sur mon téléphone, factures d'électricité impayées, courrier d'huissier. Je les ai toutes transférées dans un dossier nommé Pas mon problème. Je n'ai pas payé un centime. La vente de la maison des Monts d'Or a été finalisée en mars. Comme j'étais l'actionnaire majoritaire de la SCI, l'argent de la vente est revenu à moi. J'ai remboursé l'hypothèque restante, payé les taxes sur la plus-value et gardé le reste. C'était le remboursement partiel des 5 années de ma vie qu'ils m'avaient volé. Mes parents ont dû déménager. Ils ont fini dans un 2 pièces humide en banlieue lointaine, à Vénissieux, à des kilomètres de leur chère image bourgeoise. Mon père a dû reprendre un travail à mi-temps comme gardien de nuit dans un parking à 60 ans. L'homme qui méprisait les ouvriers était devenu un salarié au SMIC. L'ironie était délicieuse. Ma mère, privée de ses mondains et de ses amis qui l'avaient tous abandonnée, a sombré dans l'amertume, passant ses journées à médire sur moi à qui voulait l'entendre. Quant à Oriane, l'influenceuse est tombée de très haut. Le lieu de réception du mariage l'a poursuivie pour les frais d'annulation non couverts. Tancred a récupéré chaque centime des acomptes. Elle a dû vendre tous ses sacs Chanel, ses chaussures Louboutin, ses bijoux. Elle a fini par trouver un job. Caissière dans un supermarché discount. Je suis passée une fois, incognito, juste pour voir. Je l'ai vue, scannant des boîtes de conserve, l'air misérable, ses ongles manucurés cassés, son uniforme en polyester bon marché. Elle qui m'avait traitée d'ouvrière, elle découvrait enfin ce qu'était le vrai travail, sans la passion qui va avec. Je n'ai ressenti ni joie sadique, ni pitié. Juste une indifférence totale. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle directement, c'était par un message vocal, 6 mois après l'incident. Zélie, s'il te plaît. Je suis désolée. C'est dur ici. Les clients sont méchants, j'ai mal aux pieds. Maman ne fait que pleurer. On a besoin de toi. Juste un peu d'aide pour redémarrer. On est ta famille. On t'aime. J'ai écouté le message dans mon bureau temporaire à Paris, alors que je signais les contrats finaux pour l'expansion en Asie. J'ai regardé mon doigt flotter au-dessus du bouton répondre. J'ai pensé à la brûlure sur ma main. À l'insulte. Tu n'es qu'une ouvrière. Au chocolat brisé sur le sol. J'ai appuyé sur supprimer. Puis sur bloquer ce numéro. La relation est définitivement tranchée. Pas de réconciliation. Pas d'exception. Quand on coupe une branche pourrie, on ne la recolle pas avec du scotch. On la laisse tomber pour que l'arbre puisse grandir. Et j'ai grandi. 1 an a passé très vite. Une année tourbillon, remplie d'avocats, de contrats, de voyages, et du chaos organisé de la construction de quelque chose de nouveau dans un pays étranger. Je me tiens aujourd'hui devant une immense vitrine en verre dans le quartier de Ginza, à Tokyo. C'est l'un des quartiers les plus chers et les plus prestigieux du monde. L'enseigne au-dessus de la porte brille en lettres d'or élégantes et minimalistes. L'héritage de Zélie, Paris, Tokyo Tancred est à côté de moi. Il tient les ciseaux dorés pour la cérémonie de coupure du ruban. Il porte un costume bleu nuit qui fait ressortir ses yeux. Nous ne sommes pas mariés. Pas encore. Nous prenons notre temps. Nous sommes d'abord partenaires. Il respecte mon article. Je respecte sa vision. Il me regarde et sourit, non pas avec la possession d'un fiancé, mais avec la révérence d'un égal. Je regarde autour de moi. Mon équipe japonaise et française, triée sur le volet, payée le double du standard de l'industrie, se tient prête. Ils portent des tabliers immaculés brodés à mon nom. Les clients réguliers ont fait la queue depuis l'aube pour goûter à mes créations. Dans la vitrine, à la place d'honneur, il y a une photo en noir et blanc. C'est ma grand-mère, Eugénie, avec ses mains de couturière usées par le travail. C'est à elle que je dédie cet empire. C'est ça, ma vraie famille. C'est ça, la table que j'ai construite avec mon propre bois, sans attendre qu'on m'invite à la leur. Je prends une truffe sur le plateau de présentation. C'est la nouvelle recette, le phénix. Chocolat noir fumé, cœur de yuzu et piment. Noire, brillante, parfaite. Je la croque. Le chocolat craque sous la dent, libérant une explosion de saveurs.
l'amertume du cacao, l'acidité du yuzu et la chaleur du piment. Elle a le goût de la victoire. Elle a le goût de la liberté. J'ai appris une leçon vitale que je veux partager avec vous. Si vous êtes celui qui garde la lumière allumée pour des gens qui vous laisseraient dans le noir sans hésiter, écoutez-moi bien. Ils ne vous tendront jamais l'interrupteur. Ils ne vous diront jamais merci. Vous devez l'éteindre vous-même. Il fera noir pendant un moment. Oui, ça fera peur. Vous vous sentirez coupable. Vous aurez l'impression d'être méchant. Mais ensuite, vos yeux s'habitueront à l'obscurité, et pour la première fois, vous verrez les étoiles. Ils m'ont traité d'ouvrière comme si c'était une insulte. Aujourd'hui, je porte ce titre comme une couronne. Je suis une ouvrière. Je suis une artisane. J'ai construit mon empire avec mes mains sales, mes mains brûlées, mes mains qui sentent le cacao et le travail. Et mes mains sales valent plus que leurs gants blancs ne vaudront jamais. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était le récit de ma libération. Si vous avez déjà été le bouc émissaire, la vache à lait ou le vilain petit canard de votre famille, cliquez sur j'aime maintenant. Ne restez pas silencieux. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment vous en êtes-vous sorti? Où êtes-vous encore coincé? Lisons-nous et soutenons-nous. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à couper les liens. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de justice, de karma et de résilience. N'oubliez pas, la meilleure vengeance n'est pas la cruauté, c'est un succès massif, bruyant et indéniable. À la prochaine!